C'est bon, parfait. Bah, écoutez, nous sommes donc enregistrés. Mais écoutez, je vous souhaite à toutes et à tous déjà bienvenue et merci de nous avoir rejoints pour ce webinaire qui vise à présenter le programme d'éducation thérapeutique du patient ambulatoire pluripathologie. Donc, on a 1 heure devant nous. Ce que je vous propose, eh bien, écoutez, c'est de commencer tout de suite par peut-être vous présenter les participants, enfin les orateurs de ce webinaire, le Dr Régis Plickman, donc, qui est coordonnateur médical du programme. C'est un programme qui est déclaré auprès de l'Agence régionale de santé Centre-Val de Loire. Sonia Badi, qui est donc coordinatrice du programme et diététicienne libérale intervenante. Hélène Tangara, coordinatrice départementale de l'éducation thérapeutique du patient dans le Loir-et-Cher. Je vous cède tout de suite la parole, Régis, de sorte à ce que vous puissiez peut-être nous introduire quelques éléments sur le projet de ce programme d'éducation thérapeutique. Oui, juste en 2 minutes pour laisser du temps au temps. D'abord, pour vous dire bonjour à tout le monde. Je suis ravi de vous accueillir pour ce webinaire et ravi et puis fier également de vous présenter un nouveau programme d'éducation thérapeutique sur ces thématiques très polypathologiques. Alors, on lui a proposé un nom, ou on vous proposera un nom qui tourne autour de les chemins de la santé ou de santé, qui est un intitulé qui pourra être discuté et revu bien évidemment. En Loire-et-Cher, en tout cas, c'est le premier programme qui se veut très polypathologique. Il y en a quelques-uns en région. C'est un mouvement qui commence à monter un petit peu, avec une idée finalement qui allait de soi depuis un petit moment. Ça fait longtemps qu'on prépare ce programme. Ça fait encore plus longtemps que l'idée germait. Et pour cause, côté patient, on sait qu'on a de plus en plus de milliers, de millions de personnes qui vivent avec une pathologie chronique, qui vivent avec parfois plusieurs pathologies chroniques, des thérapeutiques lourdes, et qu'elles soient seules ou associées, ces maladies chroniques modifient profondément et impactent profondément la vie des gens, leur quotidien et leur comportement psychologique. Côté professionnel, on sait bien avec ici que nous sommes avec nos expériences différentes mais souvent anciennes, que les apprentissages d'auto-soins sont loin d'être suffisants et que finalement, ce sont les compétences psychosociales qui sont les plus prévalentes dans l'observance et dans le maintien de la motivation au long cours. Alors, ce programme, il a été largement, on peut remonter plus d'une année en arrière sur la construction de ce programme, il a surtout été largement co-construit par des professionnels différentes de par les pathologies dont ils s'occupent, différentes de par leur provenance en public, en libéral, en établissement de santé. Il a été déjà testé sur une bonne vingtaine de patients qui ont pu ou qui en bénéficient. Euh, donc, dans l'innovation, on a un peu cette co-construction du programme et pluridisciplinarité du programme. Mais on veut surtout, je pense que c'est important qu'il soit, au-delà d'être co-construit, alors je vais faire du plagiat, mais j'aimerais bien qu'il soit aussi co-animé et co-enrichi. C'est-à-dire qu'on veut que ce soit un programme qui évolue, qui bouge, qui ne soit pas figé dans la forme qui vous sera présentée aujourd'hui ou qui a été débuté et testé. Et donc, un programme qui bouge, qui évolue, qui intègre régulièrement de nouveaux professionnels, peut-être de nouvelles thématiques, de nouveaux ateliers, pour répondre toujours mieux aux besoins en éducation thérapeutique du patient, puisqu'on reste quand même sur l'idée de concerner en éducation thérapeutique toujours plus de personnes, plus de patients. Alors, je vais laisser Hélène Tangara puis Sonia vous présenter le détail de ce programme. Je voudrais juste au passage, avant de leur laisser la parole, les remercier pour leur initiative, pour leur travail et leur talent d'animation et justement de co-construction.
Donc, merci à tous pour votre présence et je laisse la parole tout de suite à Hélène. Et il y a un grand blanc. Le micro, Hélène. Là, vous nous entendez? C'est parfait. Très bien. Ok, donc il y a un problème entre le partage d'écran et le micro. On va se débrouiller. Du coup, vous voyez le partage d'écran, hein, c'est bon? Ok. Tout à fait. Alors, du coup, je dois juste faire une manipulation pour pouvoir avancer la diapo et vous me dites si c'est OK. C'est très bien. Là, c'est OK. OK. Alors, du coup, merci beaucoup, Monsieur Picmal, pour cette introduction. Donc, on souhaitait vous faire part, peut-être dans un premier temps, avant d'aller dans le sujet du programme ETP et de vous le présenter, vous faire part un petit peu de ce qui s'est passé avant. En amont, en 2022-2023, nous étions dans une phase expérimentale. Donc, nous avons d'abord travaillé en interne, en centre santé Escale, avec notre médecin coordinateur, Sonia et moi, pour savoir un peu ce sur quoi on allait se diriger vers quoi, pardon. Et puis, on savait d'ores et déjà qu'on voulait aller sur les compétences psychosociales parce que, avec les programmes qu'on a déjà au sein de Santé Escale, on voyait que c'était un manque et que les patients avaient besoin qu'on puisse leur apporter du concret sur les compétences psychosociales. Donc ensuite, on a fait appel au niveau du département à des patients. Vous les avez à l'écran. Donc on a 2 patients ressources et une patiente experte qui ont fait partie du groupe. Également, on a associé donc France Asso Santé, le centre hospitalier de Blois avec la coordination de l'ETP. Nous avons également souhaité faire appel au monde libéral et donc nous avons sollicité le docteur Florence Doury-Panchou. Et puis nous avons également associé la FRAPS. Donc nous avons réalisé 3 groupes de travail. Donc ça, c'était courant 2022, où nous avons défini quels étaient les objectifs, ce sur quoi on voulait aller, et puis surtout, bien écouter la parole des patients qui ont fait partie de ce groupe, parce que je pense que c'est eux qui nous ont le plus apporté et dirigé sur ce qu'on voulait mettre en place. En tout cas, ils nous ont donné des exemples très concrets de ce qui pouvait manquer à leur niveau dans leur parcours de soins. Donc, ça a été très important, leur parole. Et puis, donc, en 2023, a commencé l'expérimentation, donc, en accord avec l'ARS. Nous leur avons demandé, nous souhaitions, avant de démarrer ce programme, nous souhaitions faire une phase expérimentale avec donc un groupe de 10 patients avec des pathologies très diverses, diabète, cancer, fibromyalgie, etc. Et nous leur avons proposé 8 ateliers, dont 5 socles. Et nous avons essentiellement travaillé à ce moment-là avec l'outil Comet. Je ne sais pas si vous le connaissez. Donc, c'est un outil qui est très axé sur les compétences psychosociales. Et nous avons défini donc 8 ateliers à mettre en œuvre sur ces compétences. Les patients ont pu bénéficier de ces 8 ateliers durant à peu près 5 mois. Et puis, nous avons fait le choix ensuite d'évaluer l'impact de ces 8 ateliers. Alors, ils ont eu un parcours comme dans un programme ETP, avec un DE initial, les 8 ateliers et un DE final. Et du coup, lors de l'évaluation, ce qu'il en est ressorti rapidement, c'est qu'on était beaucoup dans le théorique et qu'il manquait du pratico-pratique. Donc, les ateliers, par l'intermédiaire de l'outil Comet, c'était par exemple le travail sur la confiance en soi, La communication. Et quand ils sont repartis chez eux, il manquait du concret pour mettre en œuvre. Du coup, il a fallu que nous, on retravaille
pour savoir ce qu'on allait pouvoir proposer dans le vrai programme, entre guillemets. Oui, c'était comment mettre en scène, finalement, plutôt que de conscientiser et de verbaliser par des compétences cognitives, eh bien, l'idée, c'était vraiment de mettre en mouvement ces compétences. Donc, on a réfléchi à ça, effectivement. Et puis donc nous nous sommes réunis à nouveau, le groupe de travail donc courant fin 2023, pour leur présenter ce que nous pensions être le mieux, en tout cas le plus adapté aux besoins par rapport à ce qu'il est ressorti de l'évaluation de l'expérimentation. Et puis donc nous avons démarré ce programme fin 2023, début 2024. Et donc je vais laisser Sonia présenter ce programme. Merci Hélène. Oui, donc ce programme, oui, merci à tous d'être là. Je suis ravie vraiment de pouvoir vous expliquer comment démarre ce programme. Donc, suite à cette expérimentation, on avait vu aussi que les compétences psychosociales, au bout de 5-6 mois, étaient partiellement atteintes. C'est ce que je voulais rajouter, partiellement atteintes, et que donc ça montrait vraiment que ce programme nécessitait un certain temps, donc au moins une année de programme, hein, pour pouvoir les développer. Donc, le public visé, bien sûr, pluripatho, bien, ça entend toutes les maladies chroniques. On y a ajouté également l'obésité. C'était essentiel de pouvoir rajouter cette pathologie, les cancers, l'addiction, la douleur aussi, la douleur chronique. D'ailleurs, dans l'expérimentation, on avait beaucoup de patients douloureux chroniques et on a vu toute l'importance de prendre en charge ce type de patients. Donc vraiment une richesse aussi par rapport à ce public et pour pouvoir permettre à tous ces patients qui avaient besoin de développer aussi des compétences psychosociales et de mieux vivre avec leur maladie. Ceci, c'est l'objectif vraiment de ce programme. Mieux vivre avec sa maladie, ben oui, c'est ce qui en ressort de cette expérimentation. Les patients ont besoin d'être soutenus, d'avoir des professionnels de santé qui vont les aider vraiment à verbaliser et à se sentir vraiment pris en charge aussi, mais en conservant vraiment une position d'acteur. Et c'est ce que encourage vraiment ce programme, la capacité d'agir du patient. Comment le patient va se mettre en position d'acteur pour agir pour sa santé et mieux vivre du coup au quotidien avec sa santé, avec sa maladie, et ainsi pouvoir développer à travers notre programme des compétences. Alors, on a visé effectivement les compétences psychosociales, hein, mais aussi, nous avons conservé, parce que ça nous semblait essentiel, de conserver un volet auto-soin transversal sur la nutrition, donc des prises en charge diététiques et des ateliers sur l'alimentation, et je détaillerai tout à l'heure un peu ces ateliers. Le volet activité physique adaptée, qui est aussi une partie essentielle. Donc, en résumé, des compétences psychosociales. Donc, dans notre programme, on développe toutes les compétences psychosociales, hein, et puis la partie activité physique et nutrition. Si je développe peut-être un peu les compétences psychosociales à travers les ateliers. Une présentation du parcours peut-être? Oui, déjà, je commence par le parcours. Très bien. Voilà. Donc les patients donc là, on a effectivement déjà commencé avec une vingtaine de patients, même presque 30 patients. Donc ces patients, quand ils arrivent, eh bien, ils font un bilan éducatif initial. On fait le point avec eux sur la connaissance de leur maladie, sur quel est leur traitement, quelle est leur vie professionnelle, les impacts de leur maladie et quel est leur projet, quel est leur projet de santé et quelles sont les priorités d'apprentissage qu'ils souhaitent développer pour atteindre leur objectif. Donc ça, c'est vraiment la première étape. Et à la fin de cette première étape, si le patient est prêt, nous allons écrire avec le patient en partenariat des objectifs
je dirais, pensée et vraiment dictée par le patient pour que ce soit vraiment son objectif. Et puis, on va explorer les freins, ce qui va pouvoir le bloquer, les leviers et toutes les compétences qu'il va devoir développer pour atteindre son objectif et enfin passer à la planification, c'est-à-dire la mise en œuvre, qui est la troisième étape. La mise en œuvre, elle se passe en séance individuelle. Pour nous, c'est la partie diététique, la partie bilan médico-sportif et la partie bientôt psychologue, puisqu'on a commencé un partenariat avec une psychologue. Et puis la partie collective en atelier, où on va avoir un panel. Là, on propose 20 ateliers sur Blois et puis une dizaine sur les antennes. Je détaillerai les antennes tout à l'heure. Et puis, ah oui, je ne sais plus ce que je disais. Après les ateliers, du coup, on refait un bilan. On peut repartir sur. Après, tu détailleras les ateliers. Voilà, je détaillerai les ateliers. Donc, une fois qu'ils passent par les ateliers, eh bien, le programme peut se prolonger sur une bonne année. Et à la fin de cette année, eh bien, on va faire un bilan avec le patient où on va pouvoir pointer un petit peu toutes les évaluations qu'il a faites au cours des ateliers. Et puis l'auto-évaluation qu'il a faite aussi en début de parcours. Et puis on va pouvoir comparer et échanger avec le patient sur le chemin parcouru, sur les objectifs qu'il a atteints, qu'il n'a pas atteints, et voir un peu ce qui en ressort de ce programme. Et donc là, c'est la fin du parcours. Le patient peut, s'il le souhaite, bénéficier d'un renforcement. Si jamais il sent qu'il n'a pas atteint, qu'il a eu des problématiques durant cette année-là, et donc qu'il est nécessaire de repartir sur d'autres ateliers, ou bien il s'arrête et puis une année, 2 années, 3 années plus tard, il peut reprendre également ce programme. Donc vraiment, on peut, le patient peut bénéficier de ce programme à toute étape de sa maladie et plusieurs fois si nécessaire. Donc, les ateliers, qu'est-ce qu'on présente? Donc, on a une vingtaine d'ateliers où on développe les compétences psychosociales. Alors, en gros, qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Concrètement, ça veut dire que le patient, il a besoin d'accepter sa maladie, de se l'approprier. Pour cette partie-là, nous proposons 2 ateliers avec une patiente experte qui anime Où j'en suis avec ma maladie, plongeons dans nos représentations. Ce sont des ateliers où le patient va exprimer son vécu, verbaliser ses besoins et, pour évoquer un discours qui va le faire cheminer petit à petit vers une acceptation. Donc, des ateliers très riches où le partage expérientiel est vraiment le tissu de ces ateliers-là. Ensuite, on va développer aussi, on a des ateliers qui vont permettre de développer la connaissance de soi. Donc, pour cela, nous avons un atelier qui révèle les capacités, les qualités, quelles sont mes qualités, et où on va en fait amener beaucoup de valorisations qui vont travailler la confiance des patients. Les patients ressortent vraiment avec une augmentation de leur confiance en eux. On va aussi avoir des ateliers sur les valeurs. Qu'est-ce qui est important pour moi? Là, c'est vraiment de mettre en évidence les leviers, le moteur qui va permettre aux patients de se dire mais pourquoi j'ai envie d'agir pour ma santé et pourquoi je veux mieux vivre avec ma santé? Ensuite, on va aussi développer la communication en atelier. Comment communiquer clairement et précisément avec mon entourage, avec les professionnels de santé? Comment j'écoute aussi les autres avec empathie pour pouvoir avoir des relations aussi sociales. Et là, on arrive vraiment sur la partie compétences sociales, de tisser des liens avec les autres, d'être capable d'avoir des relations et une attitude qui va dans le sens de prosocial, qui vont permettre vraiment de pouvoir être à l'aise et avoir confiance en soi pour passer les étapes de la maladie. Ensuite, tout un grand pan sur la diminution du stress, des angoisses. Donc là, on a un volet cohérence cardiaque. Donc là où c'est vraiment, on identifie les situations stressantes et on essaie de respirer.
une approche plutôt sophrologie, avec la détente et relax, où on essaie de se mettre dans une bulle zen pour pouvoir et apprendre à respirer également et à sentir tout son corps. Là, c'est un rapport au corps. Et puis, aussi des ateliers sur le yoga du visage qui permet, tout en prenant soin de soi, d'apprendre à se détendre, de s'automasser et de prendre le plaisir et de sortir de la bulle de la maladie et de se dire, ben oui, en prenant soin de moi, je peux me sentir mieux. Après, sur le volet activité physique, on a une partie atelier pour vraiment évoquer toutes les représentations de l'activité physique et puis la partie test. Et on a associé un atelier sur la motivation à l'activité physique pour qu'il y ait une verbalisation sur les freins, les leviers, qu'est-ce qui va faire que je vais pouvoir, je dirais, m'engager vers une activité physique régulière après ce programme, puisque c'est ça l'objectif. C'est aussi que le patient développe une autonomie par rapport à ce programme qui va être un peu comme un tremplin. Et sur la partie après alimentation, eh bien, un volet sur le bien manger, un volet sur le comportement alimentaire aussi, donc en associant les deux, eh bien, on essaie de faire un truc complet sur la partie alimentation. Et puis des petits auto-soins sur quand même qu'est-ce que c'est le diabète, le soin des pieds, puisqu'on avait aussi un programme avant qui était ETP diabète. Et donc, on a voulu garder quand même cette spécificité d'auto-soin, puisque ça sert à nos patients diabétiques qui viennent dans le pluripato. Après, pour la question de s'évaluer positivement, essayer de développer des pensées positives et de imaginer un avenir un peu plus joyeux et plus serein, on propose des séances d'hypnose et d'auto-hypnose. Donc, c'est un essai. On s'est dit que voilà, ça pouvait plaire aux patients, c'était des demandes. Donc là, on voit que ça fonctionne sur l'expérience que nous avons. C'est plutôt quelque chose qui fonctionne bien. Voilà un peu pour la partie atelier. Et donc, ces ateliers vont être dispensés donc, sur Blois, dans nos locaux à Santé-Escale, et puis également à Romorantin, à Vendôme et une petite partie à Saint-Aignan. Donc, le patient qui souhaite, je dirais, intégrer le programme, eh bien, il peut, s'il connaît le programme, eh bien, il peut tout simplement téléphoner à Santé-Escale pour prendre rendez-vous et expliquer sa demande et son besoin. Si les professionnels de santé qui connaissent le programme peuvent envoyer via aussi la plateforme, le site de Santé-Escale, où il y a une demande en ligne, où en fait on va pouvoir mettre l'identité du patient, l'identité du demandeur, et nos secrétaires vont pouvoir rappeler les patients et leur proposer le programme d'éducation thérapeutique en fonction de leurs besoins. Très bien. Alors, merci déjà pour cette première. Il y a peut-être quelques premières questions qui vont arriver, mais si je résume et je fais le lien avec ce que disait Régis Picmal au départ, donc on a cette première base d'atelier avec voilà, une diversité d'ateliers et d'accompagnement sur les compétences psychosociales, un petit peu sur l'auto-soin. Et donc, ça sera évolutif puisque là, vous avez parlé notamment des ateliers, on va dire, très typés, enfin certains sur l'auto-soin pour les patients diabétiques, mais on peut très bien imaginer que demain, vous puissiez eh bien, trouver des professionnels qui veulent porter un projet qui va être, j'en sais rien, moi je dis au hasard, hein, je dis très naïvement, hein, la suffisance cardiaque, spécifiquement sur, je sais pas, sur le cancer du sein si c'était nécessaire, etc. C'est ça, hein. Oui, et puis évolutif aussi dans la mise en mouvement des compétences, par exemple les jardins thérapeutiques, tout ce qui va être art-thérapie, culturel, associer la culture aussi pour développer encore toutes ces compétences psychosociales qui, je dirais, ne cessent d'être engagées pendant ces activités-là. Donc, évidemment. Et autre question, aujourd'hui l'équipe elle est composée, quel est le statut des intervenants? Parce que souvent je trouve que c'est très intéressant parce que ça fait le lien aussi avec ce qu'on disait au départ, ce que vous disiez au départ, c'est-à-dire que c'est ouvert à n'importe quel type de professionnels qui veulent s'investir sur ce programme. Aujourd'hui, quel est le statut des professionnels qui interviennent au sein du programme? Qui sont-ils déjà? Qui sont-ils et quel est leur statut? Qui sont-ils?
Qui sont-ils? Alors oui, donc j'ai parlé tout à l'heure de Laetitia Deslandes, hein, donc qui participe en tant que patient experte, donc qui travaille sur les ateliers appropriation de la maladie. Nous avons un infirmier qui est formé à l'hypnose, donc ce sont des libéraux, hein, la plupart bien sûr. On essaie vraiment de faire ce lien avec les libéraux du secteur, et pour chaque secteur, on prend des libéraux qui sont dans le secteur. À Romont, on essaie de prendre des libéraux de Romont, ou bien ils se déplacent. Donc, on a un infirmier formé en hypnose. Donc, pour l'hypnose, nous avons une socio-esthéticienne pour le yoga du visage. Nous avons du coup des infirmières aussi pour la partie diabète. Donc là, on a Cécile Bigot, infirmière, donc là qui est salariée à Santé Escale, qui donc fait toute la partie auto-soins et puis diagnostic éducatif, et donc qui intervient sur les ateliers diabète. Qu'est-ce que c'est le diabète? Nous avons un libéral sophrologue qui intervient sur la partie détente et relaxation. Et puis Maxime Normand, salarié à Santé Escale, enseignant d'activité physique adaptée, qui intervient sur la cohérence cardiaque, sur l'atelier Osons bouger, sur l'atelier de motivation à l'activité physique adaptée. Est-ce que j'en oublie? Ouais. Moi, oui, bah oui, moi aussi j'interviens effectivement, je coordonne, mais je suis donc diététicienne, donc j'interviens sur toute la partie parcours, les bilans initiaux, les bilans de suivi, les bilans finaux, et puis également les ateliers sur les qualités, les valeurs, la communication, et puis la partie diététique, hein, sur les 2 ateliers sur l'alimentation. La partie individuelle. Et bien sûr, la partie individuelle. Et on aura prochainement aussi des ateliers qui seront faits par une psychologue et on partira sur la partie plutôt gestion des émotions, qui n'est pas trop représentée encore, mais c'est la suite et on est très content de ça. J'avais une question sur les techniques d'animation proposées dans les 2 premiers ateliers, un petit peu pour essayer de faire parler les personnes, les patients. Où j'en suis avec ma maladie et plongeant dans nos représentations, vous avez des techniques particulières d'animation pour favoriser l'expression? Oui, bien sûr, hein, on va vraiment employer la méthode participative, hein, c'est vraiment avec du photolangage. Donc là, en l'occurrence, sur la partie plongeon dans nos représentations, on utilise un paquet de cartes du Dixit où sont représentées des images et le patient va on va lui poser une consigne en lui disant, eh bien, qu'est-ce que représente votre maladie? Et choisissez 2 images qui pourraient représenter votre maladie. Donc, le patient va tourner autour de la table et choisir l'image qui lui parle, et donc s'exprimer ensuite un à un pour dire pourquoi ils ont choisi cette image. Et cela permet vraiment de verbaliser et aussi d'écouter d'autres images d'autres patients. Donc, c'est un cheminement et un partage qui amène gentiment vers l'acceptation de la maladie et qui sème un peu des graines pour le patient. Où j'en suis avec ma maladie, là, on est vraiment sur un outil aussi très différent où on va placer la maladie. Donc, les patients ont une feuille, ils vont placer la maladie au centre et ils vont mettre tous les domaines de vie qui sont impactés à cause de leur maladie, et ils vont pouvoir échanger chacun pour se dire, mais où j'en suis par rapport à tel domaine, qu'est-ce qui m'impacte le plus? Donc, ça permet de faire vraiment le point. Donc, c'est un atelier qui peut être fait en début de parcours et aussi en fin de parcours, en milieu de parcours, pour voir l'évolution. Puisque l'évaluation est très importante aussi. Chaque atelier est évalué pour pouvoir avoir du factuel au moment du bilan du patient et pas être simplement sur un ressenti, puisque la compétence psychosociale, c'est de la science molle. Donc, comment on fait pour évaluer? Donc, on essaie vraiment d'évaluer tout ce qui est observable pendant l'atelier, et ça nous permet d'avoir une qualité aussi, de prouver la qualité de nos programmes à partir de choses, à partir de faits et d'observations réelles. Est-ce qu'il y a une première série de questions On est 33 connectés, donc voilà, certains sont en groupe, donc ça compte. Le mot contre triple, mais voilà. Est-ce qu'il y a une première série de questions déjà avant de poursuivre la présentation? Aurore Ocnost, donc de l'ARS Centre Loréchien. J'ai 2 petites questions. Moi, c'est par rapport au recrutement, en fait, des 10 premières personnes qui ont participé à l'atelier. Comment ça s'est organisé?
Et puis également savoir si il y avait un document qui accompagnait en fait les patients tout au long des ateliers. Enfin, voilà, j'avais ces 2 questions qui me venaient pour le moment. Alors, sur la partie expérimentale et le groupe de 10 patients, le recrutement, on a ciblé des professionnels avec lesquels on travaille déjà, que ce soit dans le monde libéral ou le monde hospitalier. Et donc, c'est par ces intermédiaires-là que nous avons eu des retours de patients. Sur le programme ETP, puisqu'on l'a démarré, là, c'est pareil, on a commencé seulement la communication. Donc, certains sont bien au fait que ça a démarré et ils nous envoient. Et puis, petit à petit, ça va faire effet boule de neige et je pense qu'on va avoir de plus en plus de monde. Parce que c'est surtout l'idée que ce soit une polypatho, en fait, et que ce soit pas plus diabète que cancer, etc. Donc, c'est plutôt par rapport à ça, finalement, comment on permettait que ce soit assez hétérogène dans le groupe. Ben, le mélange, après, peut être… Riche. Oui, c'est riche, hein. C'est ça, hein, les groupes… C'était ça vraiment l'idée dans les ateliers. Est-ce que le mélange pose problème? Ah non, au contraire, je pense que Non. c'est une vraie Oui, richesse, bien sûr. mais Oui, bien voilà, sûr. pour pas sur 10, on en est 8 qui aient une pathologie cancer et 2 diabète, quoi. C'est plutôt dans cet esprit-là, finalement, non. sur les critères du recrutement et du groupe. On avait bien équilibré, en fait, par rapport aux choix aussi. On a fait des choix. Donc, on avait équilibré. C'est vrai qu'on avait quand même 3 cancers, mais il y avait quand même cancer, douleur, fibromyalgie. Donc, c'était quand même assez équilibré finalement. Donc, mais on a choisi et on a passé beaucoup de temps aussi à ça, quand même, à choisir aussi les patients pour qu'on ait un groupe hétérogène. Sur la phase expérimentale. Ouais. Oui, sur la phase expérimentale. Après, peu importe. Et après, l'autre question, c'était… C'était sur l'outil qui accompagne, Ah en oui. fait. L'outil qui accompagne, donc en fait, on n'avait pas proposé d'outil pour accompagner. On faisait une auto-évaluation au départ et une à la fin sur les différentes compétences où en était le patient par rapport à 8-10 compétences qu'on proposait parmi les ateliers. Et il se notait. Et donc ça, c'était le début et la fin. Et après, certains patients, quand j'ai fait les bilans, en fait, avaient un carnet de bord et notaient à chaque atelier ce qu'ils ont ressenti. Et 2 patients avaient fait ça. Donc, c'était bien. Et du coup, se replongeait en fait au moment du bilan qui était 8 mois après. Donc, et pouvait me dire, ah ouais, mais celui-là, c'était génial. Donc, il y avait vraiment des retours. Donc, on s'était dit que le carnet de bord, ça pouvait être bien, mais ça ne plaît pas à tout le monde. Donc, à voir, ça doit être personnel. Merci. D'autres questions avant de poursuivre? Moi, j'ai une question. Présentez-vous. Présentez-vous. Je suis coordinatrice à l'hôpital. ETP à l'hôpital. Moi, j'ai 2 questions. La première question, dans le bilan éducatif. Tout à l'heure, Sonia, tu parlais de la connaissance de la maladie et des traitements. Par exemple, si on oriente un patient insuffisant cardiaque, insuffisant, je ne sais pas, une maladie, une MICI, rhumatisme inflammatoire chronique, comment ça se passe à ce moment-là? Est-ce qu'il y a les compétences des professionnels ou est-ce que c'est une réorientation? Ça va un peu avec ma deuxième question. Oui, alors oui, Pauline, lors du diagnostic éducatif, peu importe en fait la maladie, puisque on n'est pas du tout focus sur la maladie, on va être focus vraiment sur la compréhension du patient, comment il vit, quels sont ses impacts. Et après, effectivement, si en fait on ne peut pas répondre à des autosoins, eh bien on va réorienter sur les autosoins dont le patient a besoin. Par contre, il a besoin de développer des compétences psychosociales dans notre programme, on va lui proposer en fait des ateliers qui vont, j'irais, dans le sens de son besoin et de ses priorités d'apprentissage. Mais effectivement, sur la connaissance de la maladie, quand on lui pose la question, c'est qu'est-ce qu'il connaît de lui, qu'est-ce qu'il connaît de sa maladie, qu'est-ce qu'il en a appris et qu'est-ce que ça lui a apporté finalement. C'est un peu l'échange et ça nous donne en fait une vision sur ce que le patient reflète de sa maladie quelque part. Donc, c'est vraiment… Et puis après, nous, ça nous permet quand même de pouvoir l'orienter aussi, au vu de ses réponses, de l'orienter vers les dispositifs. Si c'est un patient qui nous parle de toute la dimension biomédicale pendant 1 heure, eh bien, on va l'orienter sur un autosoin parce qu'il va avoir besoin de parler de son traitement. Par contre, s'il parle du stress et de tous les impacts qu'il a dans sa vie, eh bien, notre programme est fait pour lui. Et à la fois, c'est complémentaire. Ils peuvent faire 2 choses.
Ok, non, mais c'était pour qu'on puisse, voilà, qu'on soit au clair par rapport à ça. Merci, Sonia. Et puis Merci. après, je pense que l'idée, c'est de se rendre compte le nombre d'expressions de besoins d'auto-soins sur des maladies chroniques spécifiques qui permettra de nous dire s'il y a des investissements qui doivent être faits sur certains ateliers spécifiques. Mais ça sera vu sur la longue durée. Et à ce moment-là, il y aura peut-être on ira chercher peut-être des professionnels qui sont des spécialistes, en tout cas qui ont une spécificité sur des maladies spécifiques pour pouvoir aborder ces sujets-là lors d'ateliers, on va dire, qui viendront renforcer l'ensemble des parcours. Hélène, je vous propose peut-être de passer à la phase 2 de la présentation. Oui, je voulais juste peut-être compléter là ce que vous venez de dire et de dire aussi que l'idée, c'est que si on se rend compte qu'un patient effectivement a besoin d'auto-soins et qu'on n'est pas en mesure, nous, pour le moment, de le proposer, c'est aussi de faire du lien avec vous tous qui êtes là aujourd'hui. De l'hôpital, comme les SSR, enfin toute structure, toute association, le monde libéral, renvoyé vers le médecin traitant s'il faut évidemment, vers des médecins spécialistes. Mais c'est aussi notre but, c'est de faire du lien avec vous. Et si, par exemple, un programme ETP propose des auto-soins sur la maladie inflammatoire Mickey, évidemment, on fera le nécessaire pour renvoyer si cela est possible, puisqu'on sait qu'il y a des conditions pour chaque programme, donc ce n'est pas forcément évident. Mais en tout cas, c'est ça aussi l'objectif, c'est de faire du lien. Et que vous puissiez nous renvoyer, si vous n'avez pas trop de programmes axés sur les compétences psychosociales, de nous les envoyer, et nous, l'inverse, de vous les renvoyer peut-être plus sur les auto-soins, si nous, on a cette faiblesse, entre guillemets, dans notre programme pour le moment. Peut-être aussi reparler on n'a pas forcément beaucoup dit de choses sur l'activité physique et c'est vrai qu'on a quand même un panel d'activités physiques qu'on n'a pas forcément évoqué là maintenant, mais qui ont lieu sur l'ensemble du territoire, y compris sur les antennes Vendôme et Romorantin. Mais vous les avez vues à travers le diapo présenté. Oui, on peut très bien imaginer que le lien entre la maison sport santé et le programme d'éducation thérapeutique est très facilité. Bah oui. Effectivement. Et puis donc, pour en finir en fait avec cette visio, on voulait vous évoquer deux choses. Notre souhait à Santé Escale, c'est de pouvoir expérimenter ce programme pluripato plutôt en zone rurale. Parce qu'on sait qu'aujourd'hui, même si on est sur les antennes de Romorantin et de Vendôme et un petit peu de Saint-Aignan, eh bien nous squeezons, entre guillemets, toute une partie de population qui ne bénéficie pas des programmes ETP. Et donc, nous souhaitons expérimenter sur notamment donc, le pays de Grande-Sologne, c'est vers La Motte-Beuvron et Nain-sur-Beuvron. Nous souhaitons monter la même expérimentation donc, en zone rurale pour voir ce que ça donne. Donc, ça implique à notre niveau de solliciter tous les partenaires sur place, les élus, évidemment, travailler avec les élus locaux, travailler avec les associations, travailler avec tous les professionnels, y compris les professionnels de santé, toutes les institutions, les contrats locaux de santé. Et donc, ça, c'est un travail qui nous attend. Et après, l'objectif, si l'expérimentation s'avère positive, sur ce secteur, c'est de le développer évidemment dans d'autres secteurs avec les moyens qui iront avec. Et puis un dernier mot mais Monsieur Adam en a déjà touché un mot, c'est vraiment vous faire part de notre souhait de travailler avec vous tous et que si vous êtes intéressés pour intervenir dans ce programme, quel que soit votre lieu d'exercice, voilà, au contraire, bienvenue, on est preneurs. Salariés, libéraux, si vous souhaitez vous investir avec nous dans ce programme, intervenir, même ponctuellement,
Voilà, il y a pas de problème. On sait qu'il y a ce besoin de formation, d'être formé à l'ETP, mais c'est une barrière qu'on pourra sauter assez facilement, si je puis dire. Et donc, entre guillemets, c'est-à-dire qu'on fera le nécessaire, en tout cas, pour que vous puissiez être formé, si ce n'est pas le cas. Mais sachez que voilà, on vous ouvre notre porte pour que vous puissiez travailler avec nous et développer ce programme ailleurs dans le territoire du Loir-et-Cher. Oui, merci de l'avoir rappelé. C'est vraiment important de. Moi, j'ai trop rencontré de professionnels, pas forcément isolés, mais en tous les cas, parce ils travaillaient en équipe, mais soit en maison de santé, soit en exercice libéral autonome, soit en établissement de santé, en hôpital, en public ou en privé, qui portaient vraiment de belles ambitions, de beaux projets en termes d'éducation thérapeutique. Alors, des fois sur les compétences psychosociales, mais pas que, aussi sur des maladies spécifiques, maladies chroniques. Et cela, c'est vraiment cela qui. Moi, ce qu'on veut leur dire, en fait, c'est que souvent, ils essayent de raisonner comment ils pourraient le faire, comment ils pourraient le monter, comment ils pourraient créer un atelier. Je pense qu'il faut en parler. Ne pas trop se soucier du montage juridique, financier. Ça, je pense que les directeurs d'établissements, de structures, on peut en faire notre affaire. On peut se parler pour voir comment on se met à disposition, comment on valorise le temps passé, etc. Ça, je pense que c'est vraiment de la tambouille d'administratif et voilà, nous, notre job, c'est de vous faciliter la vie en tant que professionnel de santé, donc on va essayer de le faire. Mais voilà, retenez ce qu'a dit Hélène, c'est important. Si vous portez des projets sur des actions éducatives que vous voudriez voir valoriser dans le cadre d'un programme départemental, puisqu'il peut se faire partout, eh bien, il faut vraiment venir en parler à l'équipe de coordination. On a voilà, un quart d'heure pour échanger ensemble s'il y avait des points à redire. Je vois que donc, Régis relève la main et puis on prend les questions, n'hésitez pas. Oui, je reprends la parole juste pour. C'est pas une question, c'est une réflexion et je m'adresse plutôt à tout le monde qu'à Hélène et Sonia parce que je sais qu'elles y ont réfléchi. C'est la question des horaires des ateliers. On a une belle diversité d'ateliers, une vingtaine, sur des domaines très larges de compétences. Et par contre, on a des horaires qui sont quand même très ciblés en journée. Enfin, qui a eu cette réflexion sur les gens qui travaillent, sur les horaires des gens qui travaillent, en sachant que je connais la réponse, par exemple, d'Hélène ou de Sonia, mais c'est vrai qu'on a testé bien des choses sans beaucoup de succès, mais comment est-ce qu'on peut avancer par rapport à ça et à l'inscription, en tout cas, d'actifs qui travaillent? Laurent Blanc. Après, là, sur l'expérience qu'on a du programme, en fait, on a beaucoup de gens qui sont en invalidité, du coup, qui sont très libres et qui s'inscrivent vraiment à beaucoup d'ateliers. Mais bon, on est bien conscient quand même de cette problématique-là et il faut vraiment voilà, développer quand même, malgré nos réticences, des ateliers en soirée, entre midi et 2, pour pouvoir intégrer les patients actifs, oui. Sylvie Laroche, coordinatrice départementale du Cher, de l'ETP. Oui, bonjour à tous. J'essaie d'apporter une réponse à Régis, mais malheureusement, à Caramel, ça fait de nombreuses années qu'on expérimente à la fois le programme départemental, la pluridisciplinarité, les compétences d'auto-soin, mais aussi les compétences psychosociales. Enfin, on a pas mal de retours et de recul par rapport à tout ça. Où on n'a pas réussi encore à faire évoluer, c'est sur effectivement l'accès aux personnes qui travaillent, puisque lorsqu'on a tenté de proposer des ateliers en soirée, mais généralement sont très peu remplis, puisque les gens qui travaillent nous répondent, mais après la journée de travail, on n'a vraiment pas envie de se pencher là-dessus. Ensuite, on a essayé entre midi et 2, mais bon, c'est bof aussi.
On expérimente actuellement les samedis matins, alors avec toute la difficulté que ça représente pour cette fois les intervenants qui doivent aussi se mobiliser et donner de leur temps sur une partie de leur week-end. Donc voilà, bon, il n'y a pas de solution. En tout cas, on n'a pas trouvé de solution miracle pour l'instant. On cherche, on tâtonne et voilà, en essayant de diversifier, c'est peut-être encore là qu'on arrive à mieux à répondre aux besoins des personnes qui travaillent. Voilà. Mais c'est vrai que majoritairement, on a des personnes plutôt retraitées ou en invalidité qui donc n'ont pas d'activité professionnelle et donc moins de contraintes d'horaire. Merci Sylvie. Est-ce que quelqu'un d'autre veut réagir sur cette thématique ou une autre? Moi, je dirais que sur cette thématique, voilà, je pense que c'est un enjeu, un défi peut-être qui se présente à nous, celui de voir par quelle modalité, les modalités organisationnelles, temporelles, à quelle heure on se rend disponible pour les actifs. Je pense qu'il faut jamais s'interdire ce que peut apporter aussi la mixité en termes de participation. On n'est pas encore suffisamment mûr en termes d'outils numériques, mais je veux croire que les efforts prochains qui seront faits nous permettront peut-être de proposer de la mixité présentielle, distancielle. Et puis, sans doute, une approche différente pour permettre aussi de faire connaître ce programme. La porte d'entrée du diagnostic éducatif initial n'est peut-être pas forcément toujours la plus idéale. Peut-être faut-il aussi aller permettre l'accès via les ateliers sur des thématiques spécifiques, de sorte ensuite à susciter l'envie de s'engager dans un parcours beaucoup plus global. Alors, il y a eu plusieurs réactions. J'ai vu l'UTDN réagir, me semble-t-il. J'ai vu Claire-Émilie Olivier. Je vous laisse prendre la parole à tour de rôle. Alors, il y a des messages, Monsieur Adam, mais moi que je ne vois pas. Alors, je vais voir les messages, pardon. Alors, on a eu des remerciements. Alors, Claire-Émilie Olivier, qui est donc coordinatrice départementale de l'ETP pour le Loiret, qui nous dit pour les personnes actives, il y a des dispositifs mutualisés numériques, par exemple, qui proposent ateliers essentiellement en soirée, le week-end, comme Fabrique ta santé, bien sûr, qui permettent de compléter l'offre parfaitement pour les malades chroniques. L'UTDN de l'hôpital de Blois, vous avez encore la main levée. Est-ce que c'était une réaction? Moi, je voulais juste avoir une question. Allez-y, allez-y. Procurer les supports de communication pour informer les patients. Ah, il m'a pas entendu, monsieur. On n'a pas tout entendu. On a entendu. Ah, excusez-moi. Les supports de communication pour informer les personnes concernées. Oui, tout à fait. Pour qu'on puisse en parler aux patients. Eh bien, le support est créé, je crois. Oui, le support est créé. Ouais. Alors, un support plutôt à destination des professionnels qui pourraient orienter et on voit pour les patients comment est-ce qu'on adapte là ce qu'on vous a présenté au niveau des ateliers pour que ça soit plus concret et parlant pour eux. Mais on a une plaquette effectivement du type flyer qu'on avait déjà, Pauline, qu'on va bientôt avoir, mais qui est plutôt a priori pour les professionnels qui pourraient orienter. Ok. Mais déjà qu'on en ait quelques-uns, même si c'est pour les pros. Oui. Oui, ça explique ce que le programme. Et sur le nom, il y avait des choses justement, quand vous m'en aviez parlé, il y avait des choses très intéressantes sur le nom pour savoir un nom qui était suffisamment aussi incitatif et évocateur pour les personnes concernées. Alors, bon, c'est peut-être bien justement d'en discuter là, que si vous pouvez nous donner vos avis, puisque donc ça a été évoqué par Monsieur Picmal, le titre qu'on souhaitait donner, c'était les chemins de santé, mais derrière les chemins de santé, 2 petits points, et on a marqué, on souhaitait avec Sonia le présenter comme ceci, mais c'est peut-être pas encore définitif. Donc les chemins de santé, 2 points, écoute, partenariat, autonomie, et à savoir si ça parle suffisamment, que ce soit aux professionnels comme les patients.
sachant qu'il y aura bien marqué accompagnement des adultes atteints de maladies chroniques et de leurs aidants, mais que voilà, on voulait attribuer un titre quand même à ce programme, et donc on pensait à ce titre-là, les chemins de santé, écoute, partenariat, autonomie. Des réactions? Il y a toutes les diètes autour de la table. Comment? On trouve que ça fait un peu religieux. On trouve que ça fait un peu religieux. Les chemins de croix, c'est ça? Les chemins de croix. C'est marrant ça, ouais, pas du tout pensé à ça, nous. Bon, voilà. C'est parce que c'est la semaine, nous sommes en pleine semaine sainte, c'est pour ça. Oui. Ok. Non, c'est pas facile de trouver un titre accrocheur, hein, honnêtement, qui permet de comprendre ce qu'on veut, enfin ce qu'il y a derrière, et puis en même temps que les gens puissent le retenir. Enfin, c'est très pratique, compliqué de trouver un titre qui convient à tout le monde. Donc bon, voilà, on a eu beaucoup de propositions et on a changé jusqu'à présent, changé. Voilà, on est arrivé à ça, les chemins de santé. Je sais pas. S'il n'y a pas de réaction sur le titre, voilà, on a. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur le fond? Peut-être les chemins de santé, ça suffit en soi. Peut-être. Bah oui, Souvent, plus c'est court et mieux c'est. mieux c'est retenu, en tout cas. Oui. Bien. Simple. Bon, on retient ça. Entendu. Très bien. Mais écoutez, est-ce qu'il y a d'autres sujets, d'autres points de discussion, d'échange, de compréhension pour savoir comment ce programme, donc vous avez bien compris, voilà, c'est très facile d'accès. Je vois des propositions dans le chat sur les clés Oui, de la tout à fait. santé ou le chemin pour ma santé. Donc, peut-être qu'il y a matière à continuer la réflexion. Tout à fait. Donc, le replay sera disponible sur un lien qui vous sera adressé, et nous veillerons à ce qu'il soit également disponible sur le site internet de Santé Escale Loir-et-Cher, comme ça vous n'aurez pas besoin de le chercher. Hélène, sauf s'il y a des interventions nouvelles, parce que je vois il y a encore la main de Régis Picmal levée, la main de l'UTDN levée. Donc, s'il y a des interventions, d'autres questions, sinon je vous proposerai de conclure. Une main levée, donc vous pouvez conclure. Bah, écoutez, on vous remercie d'avoir été présent, et puis bah, n'hésitez pas à revenir vers nous, même pour nous faire part de suggestions, de remarques. N'hésitez pas, on est tout à fait preneurs pour toujours s'améliorer, et puis bah, on tâchera de diffuser correctement et de communiquer correctement sur ce nouveau programme au niveau du territoire. Qui sera évalué. Les professionnels fondateurs du programme seront bien sûr toujours informés de ce qui se passe. Vous avez vu que c'est un large panel qui va du patient aux professionnels de l'hôpital et de la ville. On n'a pas cité, mais le docteur Doury Panchou est accessoirement coprésidente de la CPTS de la Salamande. Donc, on a sans doute beaucoup de choses à travailler avec nos collègues des CPTS, des hôpitaux, quels qu'ils soient, de tous les sites du Loir-et-Cher, et puis des aidants, des aidants, des représentants des usagers, etc., qui veulent s'investir. Merci beaucoup à tous et à toutes. Merci Hélène, merci Sonia, merci Dr Picmal pour d'avoir pris le temps de nous expliquer ce programme. Et puis, on espère vous tenir bientôt informés de sa riche activité. À bientôt. Au revoir. Merci, au revoir. Merci, au revoir. Au revoir.